Hey, salut tout le monde, bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, on parle de tarifs. Parce qu'aujourd'hui, on est le 3 février, 14h17. La bourse a monté de 65 points de base. Non, c'est parce que Frank m'a dit de ne pas faire rien de temporel aujourd'hui. Puis je sais pas pourquoi je fais ça. Hein. Si je devrais le savoir. Yann, c'est comme quand tu dis à un kid, genre, je te vois y aller sur ta console de jeu, mon petit Chris. T'es sûr qu'il va y aller. Mais, ouais, c'est ça. Non, on fait rien. J'aime le fait aussi que tu as comparé Yann à un enfant. C'était subtil. Ah, mais ça, je suis à l'aise avec ça, pour vrai. Okay. Mon objectif de vie, c'est de garder mon cœur d'enfant jusqu'à ma mort. Pour vrai, là, ça, je suis super à l'aise avec ça. Fait que j'ai pas de problème. Non, mais c'est parce que... cœur d'enfant, mais tu as une tête de cochon d'enfant aussi. Chris, c'est drôle, hein, ça commence en poivrant Yann. D'habitude, c'est comme Vincent qui se fait ramasser au début du ça arrive rarement, mais je vais le faire. Ah, c'est ça. Ah, mais là, il fait exactement ce que je veux. Tu sais, hier soir, j'ai dit, écoute, je veux un podcast sur les tarifs. Il a décidé de le faire sans s'obstiner, puis en plus, il a préparé des slides. Tu sais, je veux dire, il y a des limites à insulter Vincent à tous les shows. Là. Il a quand même été très bon dans sa réponse. Parlant de slides, la rumeur veut qu'il y a un document de 195 pages qui s'en vient. Pas de moi. Pierre Desroches. Pierre Desroches. C'est pour ça que quand j'ai dit à Vincent, Pierre, il va revenir, puis on va parler du thème X. Puis là, tu as dit, ouais, OK, on fera ça dans la partie gratuite. C'est comme impossible qu'on fasse les 195 slides en 1 heure. Fait qu'on verra ce qui se passe à ce moment-là. Ça se peut que ce soit 2 podcasts. C'est ça. Pierre Desroches. Ceci étant dit, tarif est comme le nouveau mot, l'ancien nouveau mot à la mode en ce moment. Il y a comme un... C'est vrai que c'est une vieille patente, les tarifs. On dirait qu'on n'apprend pas. C'est vraiment une vieille doctrine. Vincent, je te laisserai plus expliquer d'où ça vient, là, parce que personnellement, je ne connais pas toute l'historique de la chose, mais je sais que quand j'avais écouté l'entrevue, puis ce sera ma seule référence à l'actualité, mais quand j'avais écouté l'entrevue, le podcast qu'avait fait Joe Rogan avec Trump, Mané, il parlait de ça, puis... un peu délirant. Il était comme genre « This is the most beautiful word I ever heard ». Puis là, t'es comme « OK, ouais. So what? » Puis là, tu sais, c'est comme s'il venait de découvrir quelque chose, mais en fait, c'est vieux comme le monde, là, imposer des droits de douane à d'autres pays. Là. Donc, je ne sais pas si tu veux que je fasse apparaître à l'écran. Pas maintenant, je vais te dire, je vais faire un peu le pitch de ce que j'ai en tête, mais je vais commencer par faire une explication, parce que ce n'est pas dans les slides. Il n'y a aucune raison d'appeler un tarif un tarif. OK? Un tarif, c'est une taxe. C'est une taxe. OK, fair enough. Il faut arrêter de... L'affaire, c'est que souvent, les gens pensent qu'il faut le distinguer. C'est une taxe qui est différente des autres taxes, mais uniquement dans comment elle discrimine. C'est ça la grande différence. Si tu as une taxe de vente, par exemple, une taxe de vente peut s'appliquer sur un bien ou sur tous les biens, mais par définition, un tarif discrimine uniquement selon l'origine pour un ou plusieurs biens. C'est ça la raison pourquoi c'est un mot différent, autrement dit. C'est la raison pourquoi c'est un mot différent, mais c'est quand tu l'analyses, le tarif, tout ce qui change, c'est comme le contexte dans lequel tu analyses, mais ça fonctionne exactement comme une taxe. Parce que l'autre mot qui est utilisé aussi beaucoup en anglais, c'est duty. Yep. Puis encore là, tu penses que c'est une façon un peu de dévier la nature même du tarif ou du duty. Exactement. Mais ce qui se passe ici, c'est que je pourrais taxer sous la taxe de vente au Canada tous les biens étrangers qui rentrent, mais les traiter de la même manière que je traite des biens canadiens. Mais si on disait que la TPS s'appliquait uniquement sur les biens étrangers, ça serait un tarif, mais ça rentrerait dans une taxe. Fait qu'il faut arrêter d'essayer de distinguer c'est une taxe, c'est une taxe, c'est une taxe. C'est juste qu'elle a des choses que les autres taxes n'ont pas comme caractéristiques. Donc, A, la discrimination, mais B aussi, c'est le genre de choses qui changent beaucoup la composition des secteurs industriels parce que là, il faut que tu achètes moins de l'étranger, tu achètes moins de l'étranger, plus du domestique. Tu as un changement sur comme tous les marchés simultanément. Puis c'est plus complexe à analyser, mais c'est quand même une taxe. Fait que dans le fond, là, mettons le congé de TPS qu'il y a eu durant le temps de la période des fêtes, le gouvernement a fait une liste de biens. Là, ils ont décidé, les bottes pour enfants, le restaurant, tout ça, mais il y avait une liste de biens sur laquelle la taxe s'appliquait.
Tout ce que tu dis, c'est que c'est juste une discrimination fondée sur une liste arbitraire du gouvernement, mais faire la même genre de liste en disant, ça va être 5% pour un casseau de fraises qui vient de l'île d'Orléans, puis ça va être, on va dire, là, c'est pas un bon exemple parce qu'il n'y a pas de taxe là-dessus, là, mais ça va être 25% finalement la TPS sur le même truc de fraises qui vient de la Californie, mais en réalité, c'est la même chose que de dire tarif, mais c'est une taxe à la consommation qui est... sauf que là, en plus, ça s'applique même aux entreprises, finalement. Là. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que dans un tarif douanier, si mettons que moi j'ai une entreprise X puis je suis en Beauce, mes intrants que j'achète, dans le fond, ils sont je paye ce tarif-là dessus si je les achète du pays sur lequel il y a les droits de douane. Exactement. Donc, le tarif aussi, comme taxe, ne se soucie pas, puis je m'excuse pour les auditeurs s'il y a un bruit de fond, il y a de la rénovation dans mon bâtiment universitaire, c'est que tu ne discrimines pas, non, tu discrimines contre quelqu'un, excuse-moi, contre une nation ou une origine, mais tu peux l'appliquer à tous les consommateurs. Ça fait, c'est dès qu'il a traversé une ligne dans l'espace, une frontière, que la taxe s'applique. Mais le client n'est pas important pour l'application, est-ce que la taxe est valide ou non. Tu l'appliques tu peux l'appliquer. Il y a des manières d'appliquer des tarifs directement aux consommateurs. Il y a des manières d'appliquer des tarifs juste dès qu'ils traversent la frontière, tu les payes au port, etc., etc. Mais historiquement, par contre, la raison que les tarifs étaient si populaires, c'est que c'est la manière la plus cheap de taxer. Parmi toutes les manières, parce que tu n'as pas besoin d'une gigantesque bureaucratie, notamment parce qu'à travers l'histoire, tu avais Ça se faisait d'import, par exemple. C'est ça, mais tu as un goulot d'étranglement. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire une enquête sur tous les rapports d'impôts des gens. Tu n'as pas besoin d'un nombre d'inspecteurs de taxes. Tu as besoin d'une couple d'inspecteurs de douane qui se rendent au port et qui collectent l'information auprès de chacun des bateaux. Mais ils sont tous à la même place, ils sont tous au même endroit. Tu as besoin d'un agent pour un grand nombre de bateaux. Et non seulement ça, mais tu peux facilement punir les gens s'ils n'ont pas payé les droits de douane. Ils ne peuvent pas quitter le port. Donc, tu as une manière très, très simple de punir les gens qui ne payent pas les taxes à l'importation. Donc, c'était historiquement la chose qu'on utilisait parce que ça n'avait pas besoin d'une grosse bureaucratie. Et donc, l'État maximisait la collecte de revenus. C'est uniquement avec des nouvelles technologies de l'information, mais aussi avec des États plus sophistiqués qu'on a eu d'autres types de taxes puis que la dépendance aux tarifs a diminué. De telle sorte qu'aujourd'hui, ils ne sont pas, comme on dit en anglais, ubiquitous. Ils ne font pas partie de notre vie au quotidien d'une manière aussi claire que, disons, en 1850, quand la vaste majorité des revenus, c'est des revenus de tarifs. Yann, t'avais l'air de quelqu'un qui voulait dire de quoi? Non, c'est parce que c'est ça. Quand tu regardes la quantité de tarifs qui montaient, parce que je veux pas, dans les derniers jours, on a vu beaucoup de graphiques et tout ça, puis tu vois que l'entrée d'argent dans un pays comme les États-Unis qui proviendrait des tarifs, c'était rendu une portion insignifiante carrément des revenus gouvernementaux, là, alors que ça a déjà été beaucoup plus grand là, au début des années 1900, justement. Fait que, tu sais, je pense que je comprends l'idée derrière ça. Moi, c'est un peu surréaliste pour vrai ce qui se passe dernièrement. C'est les attaques envers le libre-échange, on le sait, le protectionnisme a repris un peu de la vigueur dans les 15-20 dernières années. Il y a des reculs de ce côté-là, mais pas des reculs significatifs parce que les économies qu'on a bâties dernièrement dépendent beaucoup d'une libre circulation quand même des biens et services. C'est même des fois, c'est assez spectaculaire. Je pense qu'on en parlait dans une des parties Patreon qu'on a tapées cette semaine. Là, quand tu regardes toutes les composantes d'une petite clé USB ou même les composantes d'un crayon à mine, tout ce qu'il y a de plus standard, là, tu regardes le chemin parcouru sur la planète par les matériaux qui ont constitué ton crayon, puis l'assemblage a été fait où, puis le merchandising, puis le marketing qui a été fait. Tu te dis, mais on est rendu ultra dépendant à ces économies-là intégrées et libres. La nourriture.
La nourriture, je lisais un article justement dans le Wall Street Journal qui parlait de ça. C'est 80 ou 90% des French fries, donc les patates frites qui sont importées, en fait, qui sont consommées aux États-Unis, sont importées du Canada. Et c'est 70 ou 80% des avocats viennent du Mexique. L'île aux patates. Fait que, tu sais, c'est pour ça que le barreau du Québec aime le Mexique. Mais tu sais, vous comprenez que dans le domaine de la restauration rapide, là, avocats et frites, on commence à être dans des trucs très basiques qui sont consommés partout par tous les consommateurs. Là, du moment que vous allez dans n'importe quoi qui est un genre de bouffe un peu Tex-Mex, il y a des avocats là-dedans, il va y avoir des frites dans toutes les autres chaînes. Fait que tu viens attaquer carrément avec ces trucs-là des systèmes d'approvisionnement qui sont implantés probablement depuis vraiment longtemps. Puis ça, c'est un peu surprenant d'avoir ces discussions-là quand même en 2024-2025 parce que, je veux dire, il y a quelque chose qu'on a bien vu dans la crise de 2020, la pandémie, c'est que si tu brises tes chaînes d'approvisionnement, ça ne se répare pas facilement. Tu sais, c'est plein de choses qu'on prend pour acquis au niveau de l'approvisionnement qui, en réalité, on se rend compte, c'est sacrément plus complexe que ça ne l'air. Tu ne te reviens pas nécessairement sur un 10 cents. Puis tu sous-estimes, peu importe ce que tu penses, Yann, je ne veux pas être cruel avec toi, mais tu sous-estimes probablement. Tu es probablement celui qui sous-estime le moins. Ouais. Mais tu sous-estimes probablement à quel point il y a de l'interdépendance. Puis 100% d'accord. J'ai une image que je vais pouvoir montrer. Fait que là, on a expliqué c'est quoi des tarifs. Puis c'est quoi les arguments classiques que les gens ne comprennent pas sur les tarifs. Puis j'ai comme 4 points que je veux faire qui vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qu'un tarif. Le myth-busting aujourd'hui. Puis c'est ça, c'est du myth-busting. Puis après ça, après que j'aille donner ces 4 faits-là sur les tarifs, les 4 vérités sur le commerce international, les tarifs puis leurs effets, je vais pouvoir vous montrer une explication qui explique pourquoi depuis toujours, je dis que la pire solution à faire dans une guerre commerciale qui est partie par une autre personne, c'est de répondre par les tarifs. Tu peux répondre de d'autres manières. Tu peux envoyer... Mais ce que tout le monde fait, hein, by the way. Ce que tout le monde fait, c'est la pire solution. Puis en fait, il y a d'autres réponses qui sont possibles, mais répondre par des tarifs, c'est littéralement la pire de toutes les options possibles sur la table. Je me trompe-tu ou Javier Milei, dès que Trump est élu, tout ça, il annonce qu'il n'y en aura pas de tarifs avec les Américains, mais il n'a pas attendu d'avoir de quoi en retour. Il a baissé ses tarifs ou aboli ses tarifs sans rien exiger. Ce qui est assez rare parce que d'habitude... Non, c'est pas rare. Mais les négociations, ce que je veux dire quand je dis c'est rare, c'est que les négociations de libre-échange, plus souvent qu'autrement, c'est si tu veux que je baisse mon tarif, il va falloir que tu baisses celui-là. Alors que, tu sais. Non, c'est ça, je dis, c'est pas rare. Tu es capable de baisser ton tarif sans faire aucune négociation. La vaste majorité des réductions de tarifs au cours du 20e siècle se sont faites de manière unilatérale. C'est sans très négociation. Rare. Ça veut dire que tu le fais sans concerter avec l'autre partie et tu n'exiges pas de réciprocité. On a-tu un exemple dans ce que tu as en tête, par exemple? L'exemple le plus classique qui est bien étudié, c'est le Chili, qui a éliminé un paquet de ses tarifs et il a remplacé ça par un tarif uniforme de 11% sur tous les biens au lieu d'avoir un système complexe. Mais en gros, c'était une baisse en moyenne. Et c'est un exemple de ça, mais est-ce qu'il y a un pays sur la planète présentement qui n'a absolument aucun tarif? Est-ce que ça existe? Pendant longtemps, Hong Kong fitait là-dedans. Donc, littéralement, tu avais... pas un pays qui a mal été, était de 0,2% ou quelque chose comme ça. Puis c'était... Les autres choses, j'oublie les détails, mais tu as des pays qui se sont rapprochés très, 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 très proches de... Parce que Hong Kong, c'est un pays qui a une croissance économique incroyable. Ben, je veux dire, pays, entre guillemets. Oui, ben écoute, c'est là que je pense que si je réponds à ta question, je m'avance trop sans donner les fondements que je veux donner. OK, vas-y, parle-y. Fait que les 4 faits, là, le premier, c'est qu'une taxe à l'importation, c'est généralement une taxe contre les pauvres. Okay? Puis tu remarqueras que j'ai dit une taxe à l'importation, c'est un tarif. C'est une taxe contre les pauvres. La raison pour ça, c'est qu'il y a quand tu regardes qu'est-ce qui est consommé en fonction du revenu, plus tu es riche, plus tu consommes des services, plus tu es pauvre. C'est local. C'est ça. Fait qu'en pourcentage, et c'est plus souvent local. Et donc, en pourcentage des dépenses, tu vas voir que dans les ménages, les biens échangés internationalement sont plus importants chez les plus pauvres. Fait qu'une taxe à l'importation, puis si Frank veut passer à la prochaine slide, j'ai comme 2 exemples. C'est des taxes qui sont généralement défavorables aux pauvres, de telle sorte que quand tu libéralises
tu aides les plus pauvres. Puis dans le graphe d'après, juste pour montrer, là, parce que là, c'est 2 articles que je montre ici. Ça, c'est tellement bien documenté que ça m'a pris 2 secondes. Ça fait beaucoup de sens ce que tu dis. Pensez au rythme de vie d'une personne qui a plus d'argent. Outre le vin, peut-être, qu'ils vont payer plus cher, ou la voiture importée, ou des choses comme ça, les riches, généralement, ont tendance à dépenser beaucoup d'argent sur les expériences, les voyages, les spectacles, les restaurants, les restaurants de grande qualité. Fait que, une personne riche, je ne veux pas ce que tu dis, c'est vraiment bon parce que justement, c'est sa grosse consommation, une grosse partie de ses postes de consommation vont être principalement des services locaux, là. C'est même une manière souvent de faire un peu de virtue signaling pour les gens qui ont plus de moyens, c'est de dire, moi, j'achète local, j'encourage les entreprises locales, je vais au petit café, moi, je ne vais pas chercher de café au McDo, je vais à la petite brûlerie. Mais on comprend là, qu'il faut que tu aies les moyens de faire ça. Si tu travailles au salaire minimum, tu achètes juste les trucs les moins chers possibles. Je vais faire une petite bitcherie aujourd'hui, mais il y avait des articles, les journalistes sont revirés de bord dans cette fin de semaine-là pour dire, hey, les tarifs vont vous appliquer comment, puis on appelait des entreprises, tout ça, puis ils ont appelé les capitales de Québec, par exemple. Les capitales de Québec, les dépenses qu'ils ont, en grosse partie, c'est le salaire des joueurs. Fait que même si les joueurs viennent de l'extérieur, les tarifs ne s'appliquent pas sur des humains. Je veux dire, il me semble, avant d'appeler les capitales de Québec pour demander comment les tarifs s'appliquaient sur eux autres, j'aurais eu une petite retenue. Là, je me serais dit, ouais, les capitales, dans le fond, les dépenses qu'ils ont, c'est les patates frites, la bière qu'ils vont vendre, c'est tout assez local. Puis les joueurs viennent de l'extérieur, mais je veux dire, sont payés en dollars canadiens ici. Je veux dire, ils ne sont pas touchés, les capitales de Québec, par ça. Mais qui est-ce qui va aux capitales de Québec? C'est certainement pas les pauvres ou la classe inférieure, la classe moyenne inférieure. Ouais. C'est la classe moyenne supérieure, puis les gens un peu plus aisés financièrement. C'est une activité qui coûte de l'argent. Fait que là, ce qu'on voit à l'écran, Vincent, c'est que c'est l'impact des tarifs en pourcentage selon ta braquette de revenus. Ta braquette de revenus. Puis pour ceux qui sont juste à l'audio, mettons que ton revenu pré-taxe avant... donc, si ton revenu pré-taxe est de moins de 5 000 $ par ménage aux États-Unis, l'impact du tarif est à peu près équivalent à 12 % de ton revenu, donc sur les tarifs de choses qui existent. Oui, c'est important, là. Même si les tarifs ne sont pas très élevés aux États-Unis, ils sont assez importants pour les ménages plus pauvres. Hey, mais on a vu dans toute cette histoire-là, on n'a vu aucun gauchiste sortir pour nous dénoncer ces tarifs-là. parce que ça voudrait dire que tu es en train de dire qu'il y a des taxes qui sont trop élevées, puis tu ne voudrais pas, si tu es l'IRIS, établir ce méchant précédent qu'il y a des taxes. Mais je veux dire, d'habitude, les organismes de gauche sortent toujours pour dénoncer toutes les taxes régressives. Mais je veux dire, ça en est une vraie. Ils ne le feront jamais. Ça fait un bout qui skippe le tour. Rappelle-toi la taxe sur les véhicules usagés du Québec. Moi, je n'ai pas vu aucun groupe de gauche sortir pour dire que ça touchait notamment des immigrants. Puis, non, mais il ne faut jamais oublier que pour plusieurs gens à gauche, les pauvres ne sont utiles que dans la mesure qu'ils donnent un talking point pour des mesures qu'on voulait défendre anyways. Fait que là, moi, je regarde ta liste, là, puis la première affaire qui me vient en tête, peut-être que je saute des étapes, là, mais c'est donc de dire, moi, je regarde ton tableau, puis je me dis que l'histoire de payer juste des tarifs puis baisser les impôts, c'est de la bullshit, parce que ceux qui souffrent le plus des tarifs sont ceux qui payent le moins d'impôts. Oui, mais non seulement ça, mais si tu regardes aussi, quand tu vas, le plus pauvre, c'est 12 % l'équivalent de 12 % du revenu. Puis ça, c'est en impact. Ça ne veut pas dire en revenu, c'est le coût économique pour la personne. Si tu lui enlevais le tarif, c'est l'équivalent de lui ajouter 12 % de son revenu. Chez les ménages de plus de 150 000 et plus, ça a l'air con, mais ça, c'est la vaste majorité des ménages aux États-Unis parce que tu prends tous les ménages. Dès que tu as 2 travailleurs aux États-Unis, tu as comme peut-être, si tu n'as pas 50 % des travailleurs, des ménages dans le 150 000 et plus, je serais surpris. Fait en gros, là, la majorité des travailleurs, c'est à peu près 5 % qui payent, mais quand tu es particulièrement pauvre, là, c'est particulièrement plus important. Donc, tu ne peux pas faire assez de revenus avec ça. Par contre, là, la chose qui est encore plus importante que ça, c'est le fait numéro 1. Un tarif, c'est très, 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 très souvent régressif. C'est uniquement quand tu fais des patentes, comme on va juste taxer les bateaux de luxe, puis des trucs comme ça. Si tu veux faire des choses de même, là, ça pourrait être moins régressif, mais ça ne veut pas dire que ça ne le sera pas automatiquement. Donc, fait numéro 1, les tarifs, c'est généralement régressif. Fait numéro 2,
Puis ça, il n'y a personne qui comprend ça dans les médias. Ça me sidère. Fait que si tu veux passer à l'autre slide, c'est la chose suivante. Une taxe à l'exportation, c'est la même affaire qu'une taxe à l'exportation. Il n'y a aucune différence économique entre les deux. C'est la même chose. Qu'est-ce La que tu veux dire raison par là? pour ça. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, si tu. À la prochaine slide, je montre le gars qui a parti ça, c'est Abel Lerner, qui a une des plus cool barbes qu'il n'y a pas. Et le point qu'il fait, parce que sérieusement, quand j'ai vu sa photo, moi, Ouais, c'est. épique, ouais. Et ce qui est drôle en passant, c'est On que. va-tu voir ça un jour, tu penses, à un prof geloso avec une grosse barbe? Écoute, quand je vais être vieux, oui. C'est mon objectif, c'est parce que je me dis que quand je suis vieux, ça va être moins pire la couronne que j'ai sur la tête. Donc, je vais pouvoir avoir l'air de. Si je peux avoir l'air de ça quand j'aurai 60 ans, je vais être très content d'avoir l'air d'un vieux pépère comme ça. Mais lui, il écrit dans les années 30 la symétrie entre une taxe sur l'importation et une taxe sur les revenus. Et la raison pour ça, puis j'ai mis une quote pour ceux qui sont au visuel ici, c'est que c'est la même chose dans le sens que... Mais c'est qui fait des taxes à l'exportation? Il me semble que j'ai jamais entendu parler de ça. Tu peux en faire des taxes à l'exportation. Ouais, je comprends, mais je trouve pas ça brillant. Non, c'est pas brillant parce que c'est plus difficile à vendre dans la mentalité populaire mercantiliste. Donc, l'idée que... OK, fait que ton point, c'est si tu trouves ça stupide, une taxe à l'exportation, tu devrais trouver une taxe à l'importation stupide également. Exactement, parce que c'est la même chose. Fait que la raison que je dis ça, c'est que c'est purement une raison de comptabilité. Pour vendre des biens à l'étranger, si on nommait le marché des capitaux, pour simplifier, il faut que tu en achètes de l'étranger pour la même quantité. Fait que là, c'est dans un monde simplet où tu as juste des biens qui sont échangés, mais en termes de valeur, il faut que tu en donnes au moins autant que tu en reçois. Et si tu mets plus de complexité, que tu dis, pour acheter des automobiles japonaises, je dois donner des dollars canadiens, c'est juste le débit puis les crédits. Les deux doivent être équivalents l'un à l'autre. Si je rends l'acte d'avoir des choses étrangères plus coûteuses, ça veut dire que c'est plus coûteux pour moi quand je veux vendre à l'étranger, donc je suis moins compétitif avec eux. Donc, un tarif a le même effet qu'une taxe à l'exportation parce que tu augmentes tes coûts de production, parce que tu dois... Moi, j'imagine un cas de figure là, de taxe à l'exportation, ce serait genre un politicien qui arrive en disant... Là, on a de la misère à avoir certains médicaments, puis on a nos entreprises qui en vendent dans d'autres pays, ils devraient nous fournir d'abord. Fait que si vous exportez ces produits-là, avant de nous les vendre, on va vous charger 25 de pénalité. Exactement. Ça serait un genre d'exemple de taxe à l'exportation. Exactement. Puis là, je l'ai sursimplifié, puis Lerner, dans son article, puis dans toutes les choses qui suivent, généralement, on fait une abstraction pour simplifier. Mais dans le monde réel, la manière que ça fonctionne, c'est que rappelle-toi, quand j'achète une voiture à un Japonais, j'y donne des dollars canadiens. Fait que si, mettons, je décide de réduire, donc je peux moins acheter d'automobiles japonaises, ça veut dire que j'offre moins de monnaie canadienne. Mais ça veut dire qu'il y a moins d'offres de monnaie canadienne sur les marchés internationaux. Ça veut dire que le taux de change augmente. Ça réduit notre capacité d'exporter dans l'avenir parce que tu fais face à une appréciation des taux de change. En limitant l'offre de monnaie sur les marchés de change, tu entraînes l'appréciation. L'appréciation rend les exportations plus chères pour les acheteurs étrangers. Et donc, tu as techniquement taxé tes propres exportations. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose en termes de comment ça se génère, mais l'effet est exactement le même. Tu n'as aucune différence entre les deux. C'est pour ça que si tu vas à l'autre graphique, la prédiction de ce que je dis, c'est que les exportations puis les importations vont croître à la même vitesse à travers le temps. Puis si tu mets sur un graphique tout le temps les exportations puis les importations, des fois, ils peuvent être plus basses que l'autre, mais ils suivent la même tendance. Parce que c'est juste deux affaires. C'est juste, un, c'est le livre des crédits, l'autre, c'est le livre des débits. Puis la différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'il faut que tu amènes les flots de capital. Puis ça, c'est le prochain mythe que je vais parler, mais tu peux pas les distinguer. Une taxe à l'importation, c'est une taxe à l'exportation. Tu nuis à tes propres exportateurs dans les périodes futures. Les putains de balances commerciales. Là. Ça,
C'est le C'est un prochain mythe. problème d'avoir une balance commerciale négative avec un pays. Écoute, Frank, monte, puisque Yann a déjà été là, peux-tu aller à la slide numéro 12? On va y aller direct, parce que Yann est déjà là, puis j'ai pas envie de perdre la connexion. Tu me diras quand est-ce qu'on est à la bonne place. Là. Descends encore. Encore, excuse. Celle-là. Fait que, OK. ici, là, la chose que les gens ne comprennent pas, c'est que la balance commerciale, les gens pensent que c'est juste le débit, c'est les exportations, puis le crédit, c'est les importations. C'est pas vrai. Tu as deux comptes. Tu as le compte commercial, qui est la balance net exportation, donc les exportations nettes, export minus imports. Et tu as la balance des capitaux, le capital account en anglais, qui est des capitaux intrants versus moins les capitaux extrants. Donc, parce que dans le fond, ce que Vincent vient de dire en français, c'est quand tu as exporté ton bien là-bas, ben, tu as exporté un bien, tu as importé des devises étrangères. Exactement. Donc, pour vendre mon automobile à un Japonais, j'achète des yens. Et quand tu as importé quelque chose, tu sais, dans le fond, une balance commerciale, il n'y en a jamais. Si la balance était calculée sur le compte des exportations, le compte des importations seulement, il n'y en aurait pas parce que quand tu importes, ben, tu importes un bien étranger, mais tu exportes des capitaux canadiens à l'extérieur. Exactement. C'est un peu ça qui s'est passé. Exactement. Puis c'est les deux. La balance commerciale, c'est ça. La balance commerciale, autrement dit, c'est qu'on prend le volet d'importation de capitaux étrangers puis d'exportation de capitaux canadiens et c'est ça qu'on vient comparer éventuellement qui fait un déficit ou un surplus commercial entre les deux. Exactement. Tu as super bien résumé ça, mieux que moi. Je l'ai fait parce que j'étais peut-être un peu trop technique, mais juste pour montrer, parce que ça veut juste dire que les deux sont égales l'un à l'autre. Puis si tu vas à la prochaine image, Frank, puis les gens qui ne sont pas au visuel, c'est qu'il y en a un en jaune, c'est le flow net de capital, puis l'autre, c'est le flow net de biens. Donc, current account, c'est les biens. Le net investment, c'est le compte de capital. Puis si tu regardes, c'est comme si tu étais devant un miroir puis tu voyais exactement la même chose de l'autre bord. Logique. Parce que tu ne peux pas rien de se perdre, rien de se créer. C'est débit-crédit. Exactement. La seule différence que tu as entre les deux, c'est qu'on ne mesure pas les choses parfaitement bien. Donc, il y a des petites différences dans les graphiques d'année en année, mais c'est purement parce qu'on ne mesure pas parfaitement bien. Mais c'est une identité comptable. Les débits doivent être égaux au crédit. Chris, c'est un truc que des comptables doivent savoir, mais ici, c'est une forme de comptabilité nationale. Mais économiquement, la raison pourquoi c'est pertinent, puis là, je vais faire souffrir un peu les auditeurs, puis je n'ai pas d'autre manière de le faire, mais il faut que je le fasse. J'ai essayé de trouver une manière de le dire sans mettre une équation, mais je peux aller à la prochaine slide. Dans le fond, toutes les fois qu'on nous parle de balance commerciale, c'est qu'on donne juste un côté du miroir, puis on oublie l'autre. Exactement. C'est le genre d'analyse que les gens de l'IRIS sont capables de faire. Tu prends juste la moitié des informations, puis après ça, tu penses être capable de comprendre. C'est comme une photo aussi, là, dans un certain sens, parce que, tu sais, mettons que tu importes quelque chose. Là. Oui, tu donnes de l'argent, puis tu reçois un bien, mais si ce bien-là, il crée une valeur ajoutée, ça vient où dans l'équation? Là? Ben, ça n'a pas de sens, là, cette affaire-là. Là. Si, mettons, les Américains, OK, ils achètent de l'aluminium au Canada, mais cet aluminium-là, il sert à construire une voiture. Mieux que ça, tu achètes une machine allemande. Tu achètes une machine en Allemagne qui augmente la productivité de ta manufacture, autrement dit. C'est encore plus évident. Oui, c'est ça. Ben là, à ce moment-là, quand tu fais ça, oui, tu as envoyé, je sais pas, mettons, la machine a coûté 10 000 Là, tu as envoyé 10 000 canadiens en Allemagne, tu as reçu une machine. Mais avec cette machine-là, tu as créé 1 million de revenus supplémentaires dans l'année. Mais Chris, il n'y a aucun déficit comme. Je ne comprends pas le thinking. C'est là que la prochaine slide est vraiment utile. Fait que là je m'excuse pour les gens. Il faut que j'ai 4 équations. OK? Je promets, je vais les expliquer toute la gang. OK? La première équation, pour ceux qui sont à l'écran, qui le voient, c'est le PIB. C'est l'équation du PIB, c'est la somme de toutes les dépenses finales. Fait que c'est le capital plus l'investissement. La consommation. Consommation, investissement, dépenses du gouvernemental, puis les current accounts. C'est ça. Le NX, c'est les achats finaux par les étrangers. Donc, quand on vend à l'étranger, c'est comme si les étrangers dépensaient chez nous. OK? Fait que la somme, rappelez-vous, j'avais dit dans l'épisode sur le PIB, puis je vais le répéter, le PIB, c'est la somme de toutes les dépenses finales sur les biens et services. OK? Fait qui est une mesure imparfaite en soi. Là. Exactement. Là, la première chose qu'on peut faire, c'est qu'on va
réarranger un peu cette équation-là de toute la somme des dépenses dans l'économie. Puis ce que ça dit, c'est que la somme des dépenses est égale à la somme des revenus. Si je mets le C de l'autre côté, donc j'enlève la consommation aux revenus et les dépenses du gouvernement, ce qui veut dire à toute fin pratique les taxes, bien, ça, c'est l'épargne. Ton revenu, moins ce que tu dépenses en consommation, moins ce que tu payes en taxes, c'est ce que tu mets de côté. C'est ce qu'on a presque pu, là. Exactement. Ben, effectivement, ben, laissons ça de côté. Là, on va imaginer un gouvernement qui est plus proche de l'idéal libéral. Mais ça veut dire que c'est égal à quoi? C'est égal à les dépenses d'investissement plus les achats de l'étranger. OK? Fait que c'est pour ça que la troisième ligne, ça dit S, qui remplace le Y moins C moins G. S, c'est l'épargne. Donc, l'épargne est égale à l'investissement, parce que l'épargne finance les investissements, plus NX, qui est les exportations nettes. Mais comme on vient de voir, les exportations nettes sont égales au compte de capital. Fait que ce qu'on appelle le net capital outflow, combien de capitaux se déplacent vers chez vous, ben, tu peux remplacer NX par NCO, le flot de capital qui vient chez vous. Et là, tout ce que tu découvres, c'est que si tu as plus d'investissement que tu as d'épargne chez toi, ben, ça veut dire que c'est les étrangers qui te fournissent leur épargne pour mettre des machines chez vous puis de faire des investissements en capital chez vous, parce que tu as plus d'investissements que tu aurais eu autrement. Exactement ce qui arrive aux États-Unis. États-Nis. Ton épargne. C'est exactement ça qui arrive aux Américains. Exactement. Fait que là, si tu as plus d'épargne que. Par contre, si tu as plus d'épargne que tu as d'investissement, ça veut dire que toi, tu fournis ton épargne aux étrangers pour acquérir des actifs dans leur pays parce que les rendements sont plus élevés chez eux que chez vous. Puis c'est pour ça qu'il y a la différence entre le PNB et le PIB. Le PNB, ça va être par les Canadiens à l'étranger. Fait que si le Canadien à l'étranger, il achète, il vend des automobiles à des Japonais, là, il leur donne un paquet de chars, puis il prend des yens, puis ce qu'il veut avec les yens, c'est de pouvoir acheter des investissements au Japon. Bien, le PIB au Canada ne va pas augmenter, mais le Canadien va recevoir des revenus de l'étranger, donc il s'enrichit en investissant à l'étranger. Ouais. Et si c'est l'inverse, que c'est les Japonais qui achètent, qui nous vendent des voitures, c'est parce qu'ils veulent des dollars canadiens pour faire des investissements chez nous. Dans un tel cas, ce qu'on a, c'est qu'on a plus de machines chez nous. Le PNB ne va pas augmenter, mais le PIB va augmenter. Parce que ça veut dire qu'on a plus de capital. C'est juste deux manières complètement différentes d'enrichir les gens. Quand Trump fait une fixation sur la balance commerciale nette des États-Unis, grosso modo, ce qu'il est en train de dire, c'est de dire... Pour tous les investissements qui sont faits en terre américaine, les Américains n'épargnent pas assez pour y arriver. Exactement. La raison pourquoi on est capable de faire autant d'investissements en terre américaine sans avoir l'épargne américaine pour la réaliser, c'est grâce aux investissements étrangers qui font avec du capital. Puis la raison pourquoi il y a un flot de capital étranger qui rentre, c'est parce que nous autres, on exporte en sacrament. Exactement. Puis si tu penses que la balance commerciale est un problème, okay, que de vendre mais y a-tu pas de problème là-dedans d'utiliser comme investissement les dollars étrangers qui rentrent chez vous? Je veux dire, c'est pas un problème. Ça. Moi, je pense pas que c'est un problème, mais mettons que tu croyais ça. La méthode qui est 100% foolproof d'avoir une balance commerciale nette positive, là, c'est de baisser les dépenses du gouvernement. Si le gouvernement dépense moins et donc la balance du gouvernement augmente, il y a plus d'épargne nationale, tu as réglé le problème. Puis si tu baisses les impôts puis que tu arrêtes de décourager l'épargne, donc que tu détaxes l'impôt sur le revenu, les gens vont épargner plus, tu en auras moins. Tu vas avoir les Américains vont fournir des capitaux vers l'étranger, ils vont juste s'enrichir par un autre mécanisme. Mais ça semble être une croyance que beaucoup de gens ont, cette affaire-là. Parce que, regarde, j'arrête la présentation 2 secondes pour nous ramener dans un succès souvenir. Parce que Trump dit carrément qu'à cause de sa balance... Ça date d'il y a quelques années. 500 millions pour relancer les exportations québécoises. Ça date de 2021. Le gouvernement Legault a présenté un plan de 500 millions de dollars sur 5 ans mercredi pour relancer les exportations. Selon le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, il serait possible d'ici 1 an de combler la baisse de 8 % enregistrée au cours de la dernière année. La moitié de l'enveloppe de 250 millions provient d'Investissement Québec, blablabla. Le gouvernement veut à long terme résorber le déficit de la balance commerciale du Québec
qui était de 23 milliards en 2019, a expliqué le ministre en conférence de Fait qu'il n'y a presse. pas rien que Trump qui a cette fixation niaiseuse. Non, c'est la lubie des mercantilistes. Mais tu sais, quand je dis là, à quel point là, ça me fait pomper un peu là, de voir ce petit texte-là. Tu sais, le graphique que j'ai montré tantôt, où est-ce que les exportations puis les importations augmentaient ensemble dans le long terme, là, qu'ils avaient l'air de bouger ensemble. Bien, ça, c'est parce que ce que ça te montre, fondamentalement, c'est que plus tu es productif, parce que si j'importe du capital étranger pour faire des investissements, ben je deviens plus productif, fait que je peux exporter plus, puis je peux importer plus, tabarnak! C'est la même chose. C'est pour ça que dans le long terme, ils bougent ensemble. Tout ce que ça te dit, c'est que la taille de l'économie augmente parce que tu deviens plus productif, tu deviens plus efficace. Fait que on s'en fout de si un ou l'autre est plus gros. Ce que tu veux savoir, c'est est-ce qu'ils augmentent tous les deux. C'est la seule chose qui compte. C'est littéralement la seule chose qui compte. C'est aussi stupide que les gauchistes qui capotent sur l'écart de richesse alors qu'il y a de moins en moins de pauvres. C'est aussi stupide. C'est la même affaire. Tu es à côté sur une belle pente ascendante. Tu te dis, ce qui est agréable dans le capitalisme d'aujourd'hui, c'est cette pente ascendante-là. Yep. C'est ça qui fait qu'on est plus confortable, qu'on est plus riche. C'est ça qui fait que la classe moyenne peut vivre comme des rois par rapport à 100 ans. Ça, là, cette pente ascendante-là, c'est ça qu'on veut. Mais Chris, le monde s'attarde à la différence entre les deux lignes, puis son focus juste là-dessus. Puis là, je mets Donald Trump là-dedans, puis je mets François Legault là-dedans, puis je mets bien des économies occidentales qui, en réalité, importent des dollars de l'étranger pour faire leur investissement. Mais là, hey, c'est pas drôle, la balance. D'où est-ce que ça vient, cette fixation-là sur la balance commerciale déficitaire? Trump, là, quand il arrive puis il fait sa déclaration pour dire qu'il va avoir des tarifs canadiens, puis qu'il commence en disant « ça fait des années qu'on subventionne le Canada », c'est jamais arrivé, ça. Ben, il y a deux raisons. C'est que, un, le mercantilisme demeure une idée particulièrement importante. Puis ça, c'est l'idée que si une nation commerce avec nous, il doit avoir un perdant. Ben, ça, c'est la mentalité qui domine. Et le journaliste moyen n'est pas capable de la comprendre parce qu'ils ne sont pas capables de répondre à ces affaires-là. Puis ce que je donne, là, ce que j'explique maintenant, c'est des choses. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vu Germain Belzile le faire 350 millions de fois auprès de journalistes d'essayer d'expliquer ces choses-là le plus simplement du monde. Puis c'est très difficile. C'était pas mon souhait dans un des derniers podcasts de dire si les gens pouvaient comprendre que quand il y a un contrat qui est signé en deux parties, les deux sont dans une meilleure position après la signature qu'avant la signature. Juste si on réussissait à faire comprendre ça à tout le monde au Canada, là, des niaiseries comme qu'on voit dans la guerre tarifaire qui se dessine, là, ou qui peut-être qu'elle va s'achever ou peu importe, là, quand vous allez écouter le podcast, ça ne serait pas arrivé. On comprendrait beaucoup mieux c'est quoi les vrais enjeux. Mais tu le vois même dans des trucs extrêmement simples. Là. Prenez n'importe quel sport que vous suivez, du moment qu'il y a une transaction qui est faite, 99% des gens ils essayent d'analyser ça en fonction de lequel des deux clubs a fourré l'autre. Là, tu te dis, ben, ça se peut-tu que ce club-là avait... Ça se peut-tu qu'eux avaient trop d'attaquants, pas assez de défenseurs, les autres trop de défenseurs, pas assez d'attaquants, puis un qui avait pas assez de budget, l'autre trop de budget. Le jeu à somme nulle, c'est une maladie mentale. Le jeu à somme nulle, c'est une forme de virus mental qui affecte la capacité des gens de comprendre le monde tel qu'il est. Puis tu le vois dans les affaires. Le mercantilisme, c'est probablement le pire virus mental qu'il n'y a pas. Mais là, je ne vais pas faire tous les graphiques, là, mais j'en vais faire un que je veux que Frank monte. Là. On retourne à la section avec sur l'épargne nationale. Descends encore, excuse. Keep going. Je vais montrer un exemple de ça. Là. Continue juste. Celui-là ici. Regarde. La période, là, rappelez-vous la période du bas taux de change au Canada? Quand le Canada avait un taux de change à peu près autour de 60 cents par dollar ou quelque chose comme ça. Puis c'était comme le creux autour des années 2000. Puis le Canada exportait une tonne. Ce que ça voulait dire, puis ça c'est la section en rouge sur le graphique pour ceux qui voient, c'est que les Canadiens épargnaient plus qu'ils investissaient au Canada. Bien, ça, dans les données, qu'est-ce que ça voulait dire? Bien, les Canadiens allaient acheter des compagnies aux États-Unis. Ils allaient acheter des compagnies au Japon. Ils faisaient des investissements dans d'autres pays. Donc, dans cette période-là, ce que tu observes, c'est le flot de capital qui s'en va vers d'autres pays. Donc, les Canadiens vendent des biens pour acquérir des capitaux étrangers. Puis c'est ça pendant la période, on oublie ça, à un moment donné, il y avait un bout au début des années 2000 où les Américains se plaignaient qu'il y avait plein de compagnies américaines qui étaient achetées par des Canadiens.
Puis tu avais des articles dans le New York Times où tu avais des mercantilistes américains qui disaient « Les Canadiens nous achètent ». Tu avais la même chose dans les années 80 avec le Japon aussi, là, aux États-Unis. Mais à chaque fois, ça veut rien dire. Ça veut rien dire parce que c'est juste deux manières complètement différentes de s'enrichir. Le quatrième mythe qu'il faut qu'on fasse avant de pouvoir faire une application, c'est, puis là, si tu veux aller à la slide où est-ce que je dis les entreprises sont des consommateurs, là, c'est que il faut monter en haut, là, excuse, il ne faut pas descendre, il faut que tu montes. C'était celui que j'ai fait skipper quand il en a posé la question. Keep going. Drette là. Ça, faut pas que tu fasses de slide avec moi. C'est pas grave. Oh, excusez-moi, pour ceux qui sont au visuel, j'ai fait un petit typo. Le défaut de travailler constamment entre les deux langues. C'est que le réflexe qu'on a quand on fait l'argument contre les tarifs, c'est de faire l'argument pour les consommateurs. Mais si c'est un bon argument, ce n'est pas un argument qui est complet. Parce que le plus grand consommateur, c'est généralement les compagnies. En fait, quand tu prends les dépenses totales dans l'économie, tu prends la somme de toutes les transactions, pas juste les transactions finales. Les dépenses vers le consommateur, c'est une fraction infime de toutes les transactions qui se passent. Ouais, non, ça je comprends. C'est juste que dans un contexte politique, veux pas, à un moment donné, il faut que tu rebalances les affaires un peu. Parce que historiquement, à toutes les fois qu'on parle de négociation de libre-échange ou qu'on parle de tarifs ou d'affaires de même, Christy, on parle juste de job tout le temps. Ouais, mais... À un moment donné, tu es là, tu dis, Chris, attendez, là, à un moment donné, là, on en a des importations. Puis, pour vrai, je suis d'accord avec toi que la plupart des importations, c'est pour aller fabriquer des produits, là, éventuellement. Mais maintenant, il faut montrer. Je pense que de parler du consommateur, c'est une façon de montrer que, écoute, il y a quelqu'un dans l'histoire là, qui n'a aucun lobby qui le représente, là, puis qui est oublié constamment. Puis, by the way, c'est l'électeur. Là, mais quand tu traites les compagnies comme des consommateurs, tu reconnais qu'elles sont nécessaires pour aller servir le consommateur final. Parce que tu manques comme la moitié du mécanisme. Parce que les gens pensent juste à il faut que le consommateur paye plus parce qu'il y a moins de biens qui rentrent. Fait que l'effet d'un tarif, c'est que l'offre de produits diminue. Oui, mais c'est parce que, comment je te dirais ça, Vincent, c'est que là, on est comme entre deux pôles. Tu as le dummy à logo qui, d'un bord, t'explique que tu n'auras plus d'orange sur ta table. Là. Puis là, tu as le monsieur, pas de cheveux, PhD en économie, qui a ses 250 nuances de gris pour expliquer quelque chose de complexe à quelqu'un. Tu sais, je veux dire, à un moment donné... Attends un peu, laisse-moi finir ma phrase. Maintenant, quand tu utilises ce genre d'argumentation-là, parce que c'est ce que je fais, moi, de mon côté, c'est un peu pour venir couper la poire en deux, pour dire, écoute, vous devriez tous écouter le monsieur pas de cheveux, là, puis lâcher le dummy avec ses oranges puis ses bananes, là. Mais Christy, il y a du chemin à faire parce que le Québécois moyen qui écoute parler de ce sujet-là là, pour les tarifs, là, excusez-moi si vous trouvez ça péjoratif, mais je vais le dire, mais calisse qu'on part de loin. Là. Je comprends, mais le point, c'est parce que je pense que même la chose que je dis est particulièrement plus importante que ça parce que la majorité des importations, c'est pas pour les consommateurs. Je sais. La majorité, c'est éventuellement pour les consommateurs, parce que le tableau qui est là à l'écran, ça te montre qu'il y a à peu près 60% généralement des importations. Non, mais je ne remets pas ça en doute, Vincent. Le point, c'est plus l'idée d'utiliser le consommateur et cette simplification-là, c'est de dévier le discours un peu tout le temps vers les lobbies. Là. Je comprends, mais quand tu passes via ça, tu peux faire le point que je suis à veille de faire, c'est que tu manques la complexité d'une économie. Parce que là, il faut que tu t'imagines que la manière dont je le mets dans le tableau ici, là, je fais juste mettre les biens pour les consommateurs finaux, les matériaux pour les compagnies, puis les équipements en capital. Bien, ça, là, c'est comme s'il y avait juste 3 catégories, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce que tu as, c'est comme une multitude de firmes qui sont connectées entre elles, qui ont choisi des chemins pour se spécialiser. Ou est-ce que moi, je fais commerce avec 8 autres entreprises dans le monde pour trouver la manière la plus cheap possible d'arriver au consommateur? Non, on dit la même affaire. Écoute, je suis d'accord avec toi. Là. Je remets 0 sans question. Non, mais je te dis juste que c'est pas. Non, attends un peu. Je te dis juste que c'est pas si dummy que ça de parler des consommateurs avec les gens. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit tu manques la partie de l'histoire qui est importante. J'ai dit tu n'as pas une histoire complète. Là. Oui, mais attends un peu, laisse-moi finir ma phrase. Ça reste volontaire, Vincent. C'est qu'à un moment donné, quand tu parles à la population générale, là, quand tu parles aux gens qui écoutent le trio économique, quand tu parles à moi puis Frank,
toutes ces nuances-là, tu peux les apporter, puis tu sais, c'est très bien compris. T'sais. S'il y a bien quelqu'un qui comprend le niveau de complexité d'une économie, c'est moi. J'ai pas de trouble avec ça. Mais Christy, dans le débat public, on n'a pas le choix d'over-simplifier, parce que Christy, je comprends, mais la seule chose que c'est en train de dire, ce que je dis, c'est que si tu augmentes les coûts des importations, tu augmentes aussi le coût des exportations et le coût pour les consommateurs parce que tu réduis les meilleures manières possibles de produire. Puis juste pour montrer à la prochaine fois. Tu n'as juste à pas dire que c'est cave ce que je fais. Bon, Yann est micro-agressé par Vincent. Yann, il fait son membre de l'Iris. Il montre ses petites émotions. Écoute, montre le prochain graphique juste pour t'imaginer. Ça, c'est le chemin d'un capacitor, donc dans l'industrie automobile, donc une pièce. Ça, c'est malade, ça. La pièce part d'Asie, s'en va au Colorado, après ça, s'en va au Mexique, fait une autre transformation à l'intérieur du Mexique, s'en va au Texas, après ça, s'en va à Mississauga, en Ontario, où est-ce que l'assemblage final s'est fait. Tu as 4 pays impliqués dans une seule pièce de l'auto. Là, tu as vu l'espèce de réseau qui est fait? À la prochaine slide, imagine-toi cette espèce de graphique-là où tu as des connexions. Si tu peux passer à la prochaine slide, Frank. Oui, mais juste avant, je voulais dire, si on reprend l'exemple qu'on a fait jouer dans l'émission dans Yann et Frank, puis l'exemple que les auditeurs connaissent, le crayon de Milton Friedman. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que quand Milton Friedman prend le crayon et dit « Regardez, là, il y a un efface, ça, c'est un petit morceau de quelque chose, ça vient de tel pays. Le cuivre qui est autour ici, ça vient de telle autre place. Le bois vient de on ne sait pas trop où. La mine vient d'une mine de graphite qui vient probablement d'Amérique du Sud, etc. » Tout ce que tu es en train de dire, c'est que dans notre tête, on pense aux droits de douane, puis on dit, c'est le produit, le crayon de entreprise Tartampion qui envoie ça l'autre bord. Il y a un tarif de 25 %. Tout ce que tu dis, c'est, non, c'est que si on joue cette game-là, toutes les petites crises de composantes qui font l'objet crayon est soumise à ça, et ça, c'est plus important au final que l'action d'aller acheter le crayon. Et une abolition de tarifs est un moyen, et probablement le moyen le plus facile d'avoir des gains de productivité dans ma tête. Ouais. Ça, c'est... Écoute, c'est là le gros danger d'un tarif. Parce que si tu as juste des économies comme moi, je produis du blé, toi, tu produis de l'avoine, puis on s'échange les deux, puis on met un tarif, puis OK, fine, il y a juste moins d'avoine puis moins de blé. Mais là, il y avait juste 2 biens. Mais là, imagine là, que ce que tu as, c'est 50 000 liens comme ça. Où est-ce que chaque produit a, lui, 50 000 liens, puis chaque firme a 50 000 liens pour chacun des 50 000 petites parties. Mais ça, pour l'instant, là, tu enlèves une partie de cet arbre-là. C'est un peu comme si tu t'imaginais, là, tu prends une sorte de système qui est tout connecté, puis tu enlèves, tu casses un morceau, bien, toute l'affaire perd de sa structure, de son intégrité, puis peut s'écraser complètement. Puis les coûts. Comment qu'on change les mentalités là-dessus? Parce que ce bout-là, sacrément, tu le comprends, je le comprends, Frank le comprend, beaucoup de nos auditeurs le comprennent. Mais calvasse que c'est pas facile. Bien, j'ai l'exemple parfait pour essayer au moins de donner une illustration. Là, j'ai fait les 4 points. OK? J'ai montré c'est quoi les 4 gros mythes. Puis je vais vous donner le pire exemple de l'histoire de l'humanité d'une guerre commerciale. Puis dans lequel je peux montrer à quel point le Canada a souffert. Puis juste pour vous montrer, fait que là, c'est là que, Frank, on s'en va dans la dernière set de slides, au bas, là. Descends encore. Drette là. Là, contexte historique, 1928, Herbert Hoover est élu président des États-Unis. Herbert Hoover fait campagne en faisant promesse d'un tarif très important et il passe ce qu'on appelle le Smoot-Hawley Tariff, qui fait la plus grosse augmentation proportionnelle jusqu'à aujourd'hui. Parce que tu parles de ça, c'est juste avant la crise de 1929, cette affaire-là. Exactement. Ben, en fait, c'est la pire chose que tu n'as pas. Les États-Unis, fait que là, le graphique qui est là, c'est comme le graphique le plus connu en histoire économique. Pour vrai, là, on l'appelle le Spider Web. Puis il est vraiment weird à lire, mais il part de janvier 1929, puis il met le niveau d'échange au fur et à mesure que tu avances dans le temps. Puis à chaque fois que tu atteins janvier, ben, tu es comme dans la nouvelle année. Ben, tu vois que le commerce s'effondre à travers le temps, de telle sorte que vers 1933, après le début de la guerre tarifaire,
tu as à peine un tiers des échanges qui étaient là en 1929. Hey, holy shit, man. OK, C'est la je plus comprends, grosse je comprends la contraction. manière de lire le graphique, c'est spécial, là, Mais mais c'est parce que mais ça a ça te été montre progressif et graduel tout le long, c'est malade, là. que c'était juste continu. Puis chaque fois que tu avais un problème, parce que là, le network que je vous ai imaginé, imagine que j'ai cassé un morceau. Le premier morceau que j'ai cassé, la prochaine compagnie doit s'ajuster. Bien là, quand elle s'ajuste, on envoie d'autres signaux à une autre compagnie qui, elle aussi, doit s'ajuster. Fait que le processus cumulatif de correction, il est long, il est pénible et il entraîne une grosse série de corrections, de telle sorte que pour les États-Unis, on dit que ça explique à peu près un quart de la dépression, peut-être au maximum, au minimum un dixième. Donc, Aïe, pour les aïe. Non, États-Unis, mais écoute, c'est la première fois. Là, tu vas m'expliquer quelque chose, là. Tu me dis que The Great Depression, là, 1929, je veux dire, c'est magique comme chiffre, comme date historique en finance, cette affaire-là, puis en économie. Là, je ne suis pas censé apprendre à 40 ans, cette affaire-là, qu'une des raisons principales de cette crise-là, 25 à 30 expliqué de la manière que tu le dis, c'est cette imposition de tarifs-là, là. Comment ça, c'est pas plus attends, publicisé ça? OK. Mais Je vais non, je dis essayer pas que c'est d'être. l'élément déclencheur. Je dis OK, c'est bon. juste que je sais que c'est pas l'élément déclencheur. Tout le monde sait que l'élément déclencheur, c'est le crash boursier, là. Ben, en Ça, fait, il y c'est a des zéro gens qui problème. disent, c'est pour ça que j'hésite, il y a des gens qui vont dire que c'est l'adoption du tarif qui cause la séquence à commencer. Donc, Ah, tu mais ça fais se peut. En fait, que le tarif cause le crash boursier ensuite a des ben, réverbérations. le problème des crashs boursiers, c'est que c'est toujours analysé après coup, là. Tu sais, on finit par refouiller un peu l'histoire puis Ouais. reconstruire un narratif, mais tout le monde comprend que c'est pas de même que ça marche pour vrai. Tu sais, il n'y a personne qui rentre dans le cerveau des gens. Pourquoi tu as vendu tes actions telle journée, là, tu sais? Ben, il y a des tests qui ont été faits sur ça, hein, donc, c'est une hypothèse. OK, donc j'ouvre une parenthèse, c'est une hypothèse débattue, mais les nouvelles pro-tarifs, parce que comme ça devait passer par le Congrès, tu avais des nouvelles sur quel sénateur change d'opinion ou quel député change d'opinion. Donc, tu avais des idées sur la probabilité de l'adoption. Et au fur et à mesure que chaque fois que ça allait l'air de s'approcher de l'adoption, le marché financier répondait négativement. Donc, les marchés financiers avaient très peur du protectionnisme. Et quand l'acte entre en vigueur, ça contribue à. En fait, c'est selon certaines personnes, une minorité, se dit en passant, mais un certain nombre de personnes, ce n'est pas une hypothèse mal respectée, que le crash boursier est causé par Smoot-Hawley. Le Ben, scénario écoute, plus médian dans la profession, c'est que ça a empiré toute la dépression. cette hypothèse-là est très plausible parce que la journée que Trump annonce les tarifs, c'est le samedi 1er février. Les Le futures. vendredi, juste avant, on a vu les bourses baisser autant du côté américain que canadien. À l'ouverture des marchés, le lundi 4 février, on voit que tous les marchés américains 3 février. ouvrent en baisse. 3 février, excuse. Tous les marchés américains ouvrent en baisse. L'indice le plus touché, c'est l'indice des PME, des petites et moyennes entreprises, le Russell 2000. On voit évidemment que le marché canadien ouvre en baisse également. À 10h, 10h30 dans la journée, on annonce que le Mexique entre en entente avec les États-Unis, obtient un sursis de 30 jours. Donc, tout est sous contrôle. Grosso modo, ils ont déployé 10 000 soldats à frontières, puis pouf, un report d'un mois. Fait que, tu te rends compte que les exigences n'étaient quand même pas si grandes que ça. Qu'est-ce qui arrive? Soudainement, les bourses reprennent du terrain, et même du côté canadien, la bourse reprend la moitié de sa perte à peu près de 2% jusqu'à 1% de ce côté-là, parce qu'il y a un espoir que le Canada éventuellement va avoir la même affaire. Là, vous comprenez qu'on ne sait pas comment ça va se passer dans les prochains jours, là, quand on enregistre ça. Mais le point que Vincent a fait de dire que les marchés financiers détestent le protectionnisme, c'est exactement ça, là. Yep. Puis il n'y a aucune façon que les marchés financiers puissent aimer le protectionnisme. C'est ça qui me fascine un peu dans ce cas-là. Quand tantôt je disais que l'investissement, c'est l'autre côté de la balance commerciale, donc la balance des capitaux, bien, si tu réduis les exportations puis les importations en raison d'une guerre commerciale, tu réduis aussi l'investissement. Fait que pendant la dépression, tu as le choc massif sur l'investissement. C'est ça l'image au bas. Investment during the Great Depression, uncertainty in the role of the Smoot-Hawley tariff. C'est que ça réduit l'investissement de manière assez importante pour causer une grosse partie de la dépression. Et non seulement, juste ça, c'est juste pour les États-Unis, mais si tu regardes internationalement, fait que ça, c'est la prochaine slide, le commerce international s'effondre d'à peu près 20% dans tous les pays qu'on a des données qu'on peut comparer, donc pas la proportion qu'on a. Là. Fait que,
c'est pas les mêmes échantillons, mais le gars qui est là, il trouve qu'à peu près la moitié de la contraction s'explique par les barrières tarifaires. Il y a une partie qui vient des autres pays, c'est parce que quand tu t'appauvris, la demande réduit, fait qu'il y a ça, mais les tarifs eux-mêmes, directement, comme effet causal de lien A vers B, ben, c'est à peu près la moitié de la contraction du commerce international directement à cause des tarifs. Le reste, c'est les autres mécanismes de la dépression qui sont en jeu. Puis vous voyez, reviens au graphique du Spiderweb. Si tu vois constamment que le commerce entre les pays diminue fortement, même si tu as augmenté les taux de tarifs à ce moment-là envers certains pays visés, ce n'est pas vrai que tu récoltes plus de revenus tarifaires. Parce que ça, c'est l'autre aspect un peu loufoque de Trump dans cette histoire-là, c'est de dire tout ce qui va rentrer éventuellement en revenus tarifaires, on va vous l'offrir en baisse d'impôts. Fait qu'au net, les Américains, vous allez être mieux. Ça, c'est une lubie, cette affaire-là. Ouais, c'est vraiment stupide. Ça présuppose tu fais mal aux investissements américains. Ça présuppose que le comportement des gens et des entreprises est comme inélastique. Là. C'est comme les histoires dont on va monter l'impôt des riches à tant de % ou on va augmenter le gain en capital. OK, puis tu penses que ça n'influencera pas le comportement des gens sur les transactions immobilières, le revenu qui est versé. C'est clair, est-ce que les gens vont essayer par toutes les manières possibles et inimaginables de contourner ces trucs-là? Écoute, si un tarif a pour impact de diminuer le commerce entre deux pays, ben, je veux dire, tes revenus tarifaires, c'est une joke. Là. Je veux dire, ils ne sont pas pertinents dans l'équation. Ils vont être en forte diminution, c'est sûr. Exactement. Puis c'est la manière la plus stupide que tu peux avoir de faire ça. Mais écoute, juste pour montrer, puis là, je fais avec les États-Unis. L'autre après, excuse. Avec les États-Unis, il faut comprendre que les États-Unis, le commerce international, c'est une petite partie de leur économie comparativement à des économies comme le Canada. Okay? C'est une économie de consommation, les Américains. Ben, c'est surtout, il y a beaucoup plus de production qui est échangée localement. OK? Donc, dans la Californie. À toute fin pratique, la différence entre la Californie et New York, c'est comme si tu avais fait un échange entre la France puis les États-Unis. C'est la distance, le problème logistique est à peu près. C'est comme 50 pays. Oui, ben, c'est pas mal la bonne manière de voir. Mais ici, ça, c'est le premier article qui a essayé de mesurer pour les États-Unis la contribution du tarif à la contraction. Fait que là, la ligne solide pour les gens, c'est ce qui s'est passé vraiment. Puis après ça, c'est des scénarios simulés dans lesquels, on fait exactement un tarif très élevé et un pas très élevé. Donc, on garde le tarif bas. La différence entre les deux, c'est ce qui explique la dépression. Fait que là, tu te remarques, là, pour l'estimer, à peu près la contraction du PIB par personne aux États-Unis pendant la Grande Dépression, c'est 25 %. C'est huge. La différence entre les deux tarifs, c'est à peu près 15 %. Fait peut-être un tiers, peut-être, de la dépression est expliquée par ça. Puis ça, c'est pour les États-Unis. OK? Une nation qui n'est pas aussi dépendante en termes de son activité totale, qui a un gros marché intérieur sur lequel se répertorier. Si tu vas à la prochaine slide, on peut parler du Canada. Puis au Canada, ce protectionnisme-là a été 2 fois pire. C'est pour ça que les guerres commerciales, c'est la pire chose que tu peux faire. Fait que contexte, quand les Américains font Smoot-Hawley, William Lyon Mackenzie King, il est premier ministre. Puis lui, il était plus ou moins pro-libre-échange pendant longtemps. Puis c'est parce qu'il devait composer avec un parti qui s'appelait le Parti progressiste, à l'origine, l'ancêtre du Parti progressiste conservateur, parce que les deux avaient échangé, ils avaient fusionné. Et les progressistes étaient le parti du libre-échange. Et ils étaient agressivement hostiles à toute augmentation de tarifs. Et King, quand Mackenzie King, quand Hoover commence à faire campagne, il menace des rétaliations. Il menace très explicitement qu'on va mettre de la pression sur la chose. Même pendant l'élection, il y a de l'interférence canadienne dans l'élection. Et ça, c'est très hardline, style conservateur, de faire ça. Les conservateurs, de manière historique, ont généralement été très hardline quand ils se font piler ses pieds. Versus les progressistes du temps qui étaient réellement progressistes, qui étaient plus libéral, autrement dit, de ce côté-là. Ouais. Mais King disait des choses en public, puis après ça, il faisait d'autres choses en privé. Puis en privé, il disait qu'il ne voulait pas faire des tarifs. Fait que, malgré tout, quand les Américains passent Smoot-Hawley, lui, il fait quelque chose qu'on ne fait pas aujourd'hui. Donc déjà là, ce qu'il a fait était stupide, mais il n'était pas 100% stupide. La prochaine slide, j'ai 2 passages. La partie stupide, c'est qu'il a augmenté tous les tarifs sur les produits américains. Ce sont 16 produits américains
qui représenterait à peu près un tiers des exportations des États-Unis vers le Canada. Il a augmenté les tarifs sur ça, mais il a baissé en même temps les tarifs sur 270 biens différents qui étaient importés de l'Empire britannique. Donc, à peu près 25% du reste du monde, ce qui n'était pas négligeable. Mais tu sais, il y avait eu parce que tu es dans une époque où est-ce que justement tu as des gros tarifs avec tout le monde. Tu sais, c'est pas une époque comme aujourd'hui où est-ce que tu n'as pas de tarifs sur bien des affaires avec bien du monde. Oui, bien écoute, dans sa réponse, tu remarqueras qu'il y a quelque chose que King a fait qu'on n'a pas fait nous aujourd'hui. Il a dit, OK, je vais répondre aux Américains, mais je vais baisser les tarifs sur les biens, sur tout ce qui est étranger. Puis dans le temps, comme l'Empire britannique fait 25% de la population mondiale, ben, tu as baissé les tarifs sur un paquet de monde. Mais au final, l'augmentation des tarifs américains est tellement importante qu'on a quelqu'un qui a fait une simulation parce que le Canada est tellement dépendant au commerce international pour ses intrants, pour les flots de capitaux, comme on a vu dans l'épisode sur le weed boom qu'on a fait. Le Canada peut juste prendre des investissements de l'étranger. Fait que si tu te mets à taxer toi-même en réponse à une guerre commerciale, le début de la guerre commerciale te fait mal, mais ta rétaliation empire ta situation, ben c'est quoi l'effet combiné des deux guerres de tarifs ensemble? Ben, il y a deux gars, puis ça, c'est la prochaine slide. C'est Pedro Amaral puis James McGee. Ils ont fait une simulation d'économie canadienne. Ils montrent qu'ils sont capables d'expliquer que la moitié de la Grande Dépression au Canada s'explique par les tarifs. Pas un quart, pas 20 %. La moitié du déclin s'explique par les tarifs. Donc, les tarifs américains ou canadiens? Toutes les réponses tarifaires ensemble. Le mix des deux. Puis juste pour que les gens le voient au visuel, soit à l'audio, je vais donner la réponse, mais le prochain graphique montre l'image. Le noir, c'est les données. Le rouge, c'est la simulation. Le rouge montre qu'avec juste l'effet des tarifs, t'expliques la moitié de la Grande Dépression. La Grande Dépression, c'est le plus gros événement de déviation économique de l'histoire de l'humanité avec toutes les conséquences qui viennent avec, incluant une deuxième guerre mondiale. Puis je suis en train de te dire que pour un des pays dans cette gang-là, puis des pays comme l'Allemagne, des pays comme la France, des pays comme la Grande-Bretagne ressemblent davantage au Canada. Donc, les États-Unis, avec le tarif qui leur fait mal, juste de 30 %, bien, tous les autres pays ressemblent au Canada. Fait que les États-Unis, c'est l'outlier. Je suis en train de te dire que une guerre commerciale peut expliquer la moitié de la Grande Dépression. OK? Puis la Grande Dépression, si dans votre tête, vous comprenez que des dépressions, ça causait en grande partie la Deuxième Guerre mondiale, bien, le pire événement de l'histoire de la race humaine, je peux y attribuer une grosse partie causale à partir des tarifs. Fait que quand on dit des affaires que le libre-échange, c'est une bonne chose, puis le commerce international, c'est une bonne chose, puis que les tarifs, c'est immensément destructif, je pense que j'ai la meilleure image pour vous communiquer ça. Vous êtes en train de défendre des mesures qui ont causé un des pires épisodes de l'histoire de l'humanité. Puis si c'est ça que vous défendez, vous êtes un hostie de fucking mongol. C'est ça le cas ici. Si vous défendez des tarifs, des rétaliations tarifaires, vous êtes cave. Vous êtes un hostie de cave. That's it. Et que tu viens de choquer du monde. D'habitude, c'est ma job, ça, d'insulter des gens. Non, mais ça me fâche. Ça me fâche. Non, mais tu sais, je peux comprendre que des gens qui n'ont pas de notion nécessairement là-dedans ou que c'est pas ton sujet de prédilection, ta réaction instinctive de base, c'est de dire tu me piles ses pieds, mon estime m'a cogné. Je pense que ça, c'est normal. Il n'y a rien comme dire. En fait, ben, il y a une partie d'irrationnel, mais il n'y a rien d'inexplicable et d'incompréhensible là-dedans. C'est juste que maintenant, justement, il faut que le message monte au deuxième étage. Mais il faut que le truc monte au deuxième étage. Non, mais c'est parce que imagine que tu n'as aucune connaissance là-dedans et que tout ce que tu vois comme message qui t'est véhiculé et par tes élites et par tes médias, c'est ça qu'il faut faire. Ben, pourquoi tu penserais autrement que ça? Si je dois être plus généreux puis donner exclure l'électeur de la conversation, le CAV qui propose cette mesure-là comme politique publique puis qu'il le met dans son programme électoral, c'est un fucking cave. OK? Ça, j'en j'ai pas de problème à dire ça. Je suis prêt à être plus généreux avec la personne qui passe pas son temps à faire ça. Mais le politicien moyen, il est capable de comprendre ce que j'ai dit. Le journaliste moyen est capable de comprendre. Si tu continues de dire d'autres choses que ce que je viens de dire, ou des nuances sur ce que je viens de dire, tu n'as rien compris. Puis c'est probablement délibéré de ta part. Parce que j'ai rencontré des politiciens qui m'ont déjà dit
explicitement des variantes sur la phrase suivante. « Ah, je le sais, c'est quoi la bonne chose à faire, c'est juste que je ne sais pas comment me faire réélire si je fais ça. » Ben, écoute, on est dans un contexte émotif qui ressemble un peu au contexte covidien, dans le sens que l'anxiété a monté dans la population. Les gens ont peur à leur job. Les gens demandent au gouvernement d'être protégés. Le gouvernement maintient l'anxiété. Il y a personne, sérieusement, là, dans les 3 derniers mois au Canada, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont essayé de faire baisser l'anxiété des gens. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se sont donné comme mission de faire baisser l'anxiété des gens. Au contraire, beaucoup l'ont stimulé. Puis après ça, le politicien met ses bobettes rouges, puis ses collants bleus, puis sa cape rouge, puis ils sont prêts éventuellement à se placer en super-héros. Puis même si ce super-héros-là, en bout de ligne, vient qu'à appliquer des mesures complètement stupides au niveau économique, ça reste que c'est demandé par la population. Moi, ce qui me gosse pour vrai, là, c'est ce setup-là. Je veux dire, je commence à être tanné de voir ce setup-là se produire. On dirait que la discussion d'adultes de c'est quoi un tarif, c'est quoi l'impact négatif, qu'est-ce que ça implique, les conséquences, les inconvénients, qui subit les conséquences, les inconvénients, et ainsi de suite. Il n'y a personne qui est capable d'avoir cette conversation-là. Puis, tu sais, on dirait qu'on est tout de suite dans une logique fanatique. On analyse tout comme une game de hockey. Un tarif, grosso modo, c'est que les Américains sont débarqués sur la glace, ils ont envoyé le 3 goals, ils ont envoyé Matt Rempe pour te casser la gueule. Puis là, toi, tu arrives, tu dis non, je veux jouer au hockey, j'envoie ma première ligne. Tu sais que Suzuki et Caulfield vont se faire péter à la gueule par Matt Rempe. Puis là, tout le monde te dit as-tu vu, faut que tu envoies ta 4e ligne, faut que tu l'envoies ton goon, toi aussi. Alors que tu te dis ouais, mais les amis, ça se peut-tu que ce soit pas une game de hockey? Faut quand même se rappeler que je suis quand même le goon intellectuel ici. Là. Bon, sur ces sages propos, on va passer à la partie Patreon. N'oubliez pas de vous abonner parce que ça vous permet d'avoir accès aux cours d'histoire économique de notre ami Vincent Geloso, tel que donné, mais avec un petit peu plus de couleur et d'interruption à l'université George Mason aux États-Unis. Donc, c'est ça, joignez-vous à nous, on y va de ce pas.